bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir déjà rejoints pour cette saison 2 de Quelle semaine ? Mais oui. Nouvelle saison, nouveau décor. Eh oui, mais bon, malheureusement, on ne change pas le personnel. Hein. Oh. Ni vous ni moi. Bon. Ni vous ni moi, je dis bien. Hein. Salut les amis. Hein. Et les ennemis, s'il y en a, hein, au demeurant. Hein. Nous, on est très, très, très accueillants. Hein. Très accueillants. Hein. On va adopter une formule peut-être plus indiscrète hein, dans ces nouveaux feuilletons de Quelle semaine. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va évoquer d'abord la rocambolesque histoire de cet imam dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom. Alors moi, je me suis entraînée Iqiyoussen. Bravo. Moi, je n'y arrive pas que je veux pas, mais j'ai du mal à le retenir. On va entrer dans les méandres de cette histoire presque belge. On peut dire. Hein, de cet imam expulsé qui a disparu, qu'on recherche. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Et puis après, on évoquera les fameuses sanctions russes qui sanctionnent pas la Russie, mais ceux qui sanctionnent, les sanctionnateurs. Je ne sais pas si on le dit, ou les sanctionneurs, mais j'ai envie d'inventer le mot. Hein, c'est comme ça, bon, hein, on a le droit. Et puis après, on évoquera la question européenne qui porte sur la volonté de l'Allemagne, de la France, de supprimer le droit de veto des États. Rien à voir avec le... Rien à voir avec le vétérinaire, non, rien à voir, non. Le droit de veto européen qui permet à un seul pays de dire non, stop, nous on veut pas. On va voir si c'est utile ou pas ce droit de veto, si vous savez ce que c'est, voir comment il fonctionne. Enfin, c'est intéressant d'entrer dans ce mécanisme-là. Voilà les trois questions qu'on va aborder. La première étant évidemment celle de cette incroyable histoire de l'imam que Darmanin Tartarin de Tarascon pourchasse. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent nous poser leurs questions. Voilà, vous êtes très belle dans les fleurs là. Oh, c'est gentil. Oui. C'est gentil. Mais d'ailleurs, nous avons déjà un commentaire de Thierry. Rebonsoir Maître Collard. L'autosatisfaction de Gérald Darmanin est impressionnante. Hassan Iqiyoussen est littéralement volatilisé. Le Maroc a suspendu le laissez-passer consulaire. Mais il fait l'émission pour nous, lui, là. Bon. Voilà. Bon, donc je poserai la suite de sa question tout à l'heure. Parce que quand même, monsieur le député européen, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser une question. Oui, vous avez l'air de quelqu'un qui va poser une question un peu con. Mais enfin, allez-y, oui. Oh. Non, je me sens venir. Non, mais moi, je suis un grand... Vous savez, j'ai tellement dit de conneries dans ma vie que je les vois venir. Hein. Ah bon, parce que j'ai un petit sourire peut-être qui vous met sur la piste. Oui. Alors, un petit sourire de carquois. Voilà, oui. Est-ce que vous connaissez l'hymne à Sandrine Rousseau ? L'hymne à Sandrine Rousseau. Non, honnêtement, non. J'aurais pu, si vous m'aviez laissé le temps, j'aurais pu peut-être trouver, mais là, non, je vois pas, non. Alors, peut-être que vous accepterez de regarder... Non, c'est une émission sérieuse. Hein. Oui, mais je sais bien, mais regardez la vidéo. À caisse serrée, au fond de cette boîte, chante les sardines. À caisse serrée, au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Non. Oui. Bon, moi, ça me rappelle au demeurant de bons souvenirs, à l'époque où j'étais invité par Patrick Sébastien dans son émission Le Grand Cabaret. Oui. Mais c'est quand même une émission sérieuse. Hein. Bon. Alors, la prochaine fois, vous allez me dire qu'elle a bouché le porc. Oh. La sardine. Oui. À Marseille, on dit que la sardine a bouché le porc. C'est vrai. Vous connaissez l'origine de l'expression ? Non, mais vous allez me l'apprendre. Non, mais moi, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que c'était un bateau qui s'appelait la Sardine. Oui, voilà, qu'il avait sombré ou coulé, je ne sais plus. Et il y a quelqu'un dans la salle là, qui opine du bonnet, donc je dois... J'ai raison, c'est ça ? Voilà. Bon, c'est pas une histoire à la Pagnole, ça ? Non, il semblerait, on a un historien là, de la Sardine qui semble dire que c'est vrai. Bon, voilà. Bon, écoutez, je répète, mais restez, parce que c'est une émission sérieuse. Bon, l'hymne à la Sardine, bon, voilà, d'accord, c'est très drôle. Bon, alors, c'est très drôle. C'est très drôle. Revenons aux choses sérieuses. L'affaire du reste, les images sont en boîte. Oui. Bon alors, l'affaire dont tout le monde parle cette semaine... Vous me direz, l'affaire de l'imam, elle est marrante. Hein. Bah aussi, elle est dramatique, mais ça prend une tournure un peu comique. Quand alors, même. C'est l'imam qui s'est fait la malle. Oui, on aurait pu dire aussi qu'il
qu'il avait mis les voiles. Oui, très drôle aussi. Très drôle aussi. Bon, on est bon aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Pas mal, oui. Bon, on va quand même peut-être refaire l'historique un peu de ce feuilleton rocambolesque. Rocambolesque, c'est faire du tort à Rocambole. C'était un héros de Ponson du Terrail, je crois, non? Rocambole. Possible. Je crois, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. Hein. Ah oui, oui. Enfin, vous nous direz si on se trompe. On fait exprès de mettre comme ça des petits pièges historiques, et si on se trompe, vous nous le dites. Oui, alors revenons à notre imam. Alors, bon, d'abord, il est là depuis très longtemps. Oui. Depuis très longtemps. Il est né en France, mais il n'a pas la nationalité Il est né en française. France, mais il n'a pas voulu prendre la nationalité française. Ce serait à cause de son père, paraît-il, dit-il. Et puis après, quand il a demandé la nationalité française, on ne le lui aurait pas accordé. Bon, cela étant dit, il n'avait qu'à la demander quand il pouvait la demander. Grand bien lui a fait. Grand bien lui a fait. Alors, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, au QTF. Et quand M. Darmanin a décidé de l'expulser, alors qu'il est là depuis des années et des années, et que le comportement qu'on lui reproche aujourd'hui, il l'a commis depuis des années et des années sous le ministère de l'Intérieur de M. Darmanin, sous le ministère de l'Intérieur de M. Castaner, sous le ministère de l'Intérieur de beaucoup d'autres ministres, qui n'ont pas bronché, qui n'ont pas dit un mot, qui, entre nous, n'ont strictement rien fait. Et voilà que Darmanin décide de prononcer, avec un ton martial, l'expulsion. Patatras, le tribunal administratif, qui est saisi par l'imam, décide que l'expulsion ne peut pas avoir lieu, parce qu'elle porterait atteinte, tenez-vous bien, à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège la vie privée et la vie familiale. Non, mais il faut le faire. Toujours cette fameuse CDEH. Voilà. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Voilà, il ne faut pas se gêner, hein. La sécurité, la tranquillité, la paix publique, non. Ça compte peu au regard de cet article 8. Alors, encore une fois, je vous fais remarquer, mes amis, qu'on a affaire, une fois de plus, à la Convention européenne des droits de l'homme et à la justice européenne. Bon, donc, le tribunal administratif dit à Darmanin d'aller se faire voir. Il fait appel. Le Conseil d'État juge comme juridiction d'appel et décide là, pour le coup, lui, qu'il n'y a pas d'atteinte ni à la vie privée, ni à l'organisation de la vie familiale. Il faut dire que l'imam a une famille nombreuse. Oui, 5 enfants, je crois. Oui, 5 enfants. Bon. Et il décide, le Conseil d'État, l'expulsion. Au moment où la décision est prise, Darmanin se rend compte, découvre, apprend que l'imam s'est échappé. L'imam que l'on voulait expulser et que l'on n'arrivait pas à expulser s'est expulsé lui-même. Vous vous rendez compte? Bon. Mais attention, ça devient une histoire belge. Parce qu'on pense que peut-être l'imam serait parti en Belgique. Expulsion de l'imam, la piste d'une fuite en Belgique privilégiée. Bon. Mais on a lâché Milou. Vous me direz, quand on a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Dupont, ça peut être une histoire belge. Bon, mais qui est cet imam et qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est un drôle d'imam, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est que Darmanin, quand même, il a un réveil civique qui fonctionne à retardement. C'est un imam qui fait des prêches. Il faut les écouter, du reste. C'est normal, vous me direz, pour un imam. Oui, c'est normal pour un imam de faire des prêches, bien sûr. Il va à la prêche des prêches anti-républicains, fondamentalement anti-républicains. Il est fiché S. Et depuis des années, on sait qu'il appartient au mouvement frériste, c'est-à-dire au mouvement de l'islamisme radical, salafiste. Il a déclaré son admiration pour Ben Laden. Il a
prononcé des discours antisémites, il a prôné l'infériorité de la femme, il a tenu des propos homophobes, à tel point que Hakim El-Karoui, dans son rapport sur la fabrique de l'islamisme, daté de 2018, pour l'Institut Montaigne, a pu écrire, écoutez bien, 2018, il est le représentant de la tendance la plus dure et la plus virulente des frères musulmans en France. Le représentant de la tendance la plus dure, 2018. 2018. D'ailleurs, vous parliez de prêche. Je vous propose de voir un extrait. Très volontiers, parce que ça va nous enseigner. Entre nous, c'est pas la femme qui doit être lapidée, c'est l'homme, s'il a trompé sa femme, et qu'il y a 4 témoins, donc s'il le fait en public, et si la femme, elle l'a fait aussi. Mais eux, ils parlent toujours de lapider la femme, ils parlent jamais de lapider l'homme. Vous avez remarqué? C'est pour vous montrer qu'ils sont pas sincères, qu'ils cherchent pas à défendre la femme. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous embêter et faire fuir les gens de l'islam. D'accord? Mais en vérité, un homme, s'il veut tromper sa femme, tu peux rien faire. Il va à l'hôtel, il y a des trucs de... En fait, vous savez, cette histoire de lapidation, c'est ce qu'on appelle de la dissuasion. Alors, je ne sais pas de quand date cette vidéo. Je ne sais pas. Malheureusement, Oui. On devrait la dater parce que c'est important. Il ose dire que la lapidation, c'est de la dissuasion. Et on l'a... Enfin, je suppose que ça date des années antérieures, hein, et on a laissé dire ça sans réagir, quoi. Mais c'est inconcevable. La faute de Darmanin, la faute des autres ministres de l'Intérieur, c'est de ne pas l'avoir expulsé plus tôt. Mais justement, tout à l'heure, j'avais commencé dans l'émission en évoquant les propos de Thierry Dupuis. Et sa question, c'est, voilà, le Maroc a suspendu le laissez-passer consulaire de cet imam qui s'est littéralement volatilisé. Est-ce un échec total de l'État français? Moi, je réponds oui. Alors, cela n'a pas empêché Darmanin de bomber le torse. Mais c'est ça qui est exaspérant, quoi. C'est que il ajoute à l'incapacité le ridicule. Parce qu'il est allé jusqu'à dire, quand le Conseil d'État a ordonné juridiquement, judiciairement l'expulsion, que, et je le cite, c'était une grande victoire de la République. Vous vous rendez compte? Une décision de justice évidente devient pour Darmanin une grande victoire de la République. Et cette grande victoire, elle aboutit à la fuite de l'imam. Et elle aboutit au fait que le Maroc se fout de notre gueule. Double fiasco, donc. En suspendant le laissez-passer consulaire. Donc on est ridicule. Et puis surtout, on a le sentiment que le Maroc ne nous prend pas au sérieux. Et encore une fois, je m'excuse, je me répète, je le sais, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Et comment le Maroc peut-il nous infliger cet affront de suspendre le laissez-passer consulaire? Il s'agirait que la France retrouve son autorité. Enfin, Darmanin, d'ailleurs, qui bombe le torse, et commentaire de Franck Coppola, Darmanin qui a passé du bon temps avec cet imam, et ce dernier a acheté la villa de l'oncle à Darmanin. Oui, mais tout ça, on le sait. Bon, donc vraiment, s'il y en a un qui ne peut pas dire, à la lumière de ce qu'on a appris, il y avait notamment une enquête, je crois, qui a été publiée dans Marianne, Mediapart en a parlé aussi, longuement. On ne peut pas nier le fait que Darmanin connaissait l'imam. Seulement, il l'a utilisé pour des raisons électoralistes, pour des motifs clientélistes. Bon. Et ça, c'est quand même tout à fait insupportable, tout à fait écœurant. Bon. Et on paye le prix, quoi. Le prix, c'est le ridicule, l'incapacité et le fait qu'on tolère, je m'excuse, des gens qui attaquent la République, qui attaquent les homosexuels, qui attaquent les femmes, qui attaquent les juifs, et on ne fait rien, sauf au moment où on se dit « Ah, électoralement, ça pourrait être bien de marquer le coup, d'en virer un. » Mais pour un qu'on vire tardivement, on en laisse combien qui prônent
un radicalisme islamique qui fait du tort à tout le monde, aux musulmans convenables, comme à la société qui se sent quand même menacée. Et d'ailleurs, vous parliez d'histoire belge et vous avez vu en fait qu'il y a un mandat d'arrêt européen qui a été lancé et que les Belges, a priori, n'étaient même pas au courant. Oui, alors ça devient vraiment une histoire belge. Et alors, expulsion de l'imam, un mandat d'arrêt européen délivré contre l'imam en fuite. Alors, c'est très compliqué. Alors, il y a un mandat d'arrêt européen qui a été délivré. Les Belges ne sont pas au courant, mais bon, on ne peut pas demander non plus à la Belgique de tout savoir. Hein. Ils apprendront un jour ou l'autre. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'imam est frappé par une mesure d'expulsion. Darmanin et ses services ont bataillé pour obtenir le droit d'expulser l'imam. Voilà que l'imam s'expulse lui-même, qu'il n'est plus sur le territoire français, semble-t-il. Et on délivre un mandat d'arrêt pour le retrouver et l'expulser. Alors là, vraiment, non mais, je veux dire, ça devient complètement fou, quoi. Non, mais l'imam rend fou. Oui. Alors, c'est une espèce d'imbroglio juridique, quoi. Mais peut-être même qu'il va aller au Maroc de sa propre initiative. Hein. Pourquoi pas? Mais on va peut-être apprendre que retourner au Maroc, il fait un pied de nez, quoi. Et peut-être même fera-t-il un prêche du Maroc. Il sera prudent là-bas. Hein. Il sera prudent parce que, à mon avis, le roi du Maroc ne tolérerait pas trop que l'on tienne des propos qui sentiraient le salafisme ou l'extrémisme. Hein. Parce que là-bas, on rigole pas avec ça. Hein. Exactement. Bon, dernier commentaire sur le sujet. Paco qui nous dit au QTF, c'est une blague juridique. Ah oui, c'est une blague juridique complètement. Oui, on s'en rend bien compte à travers cette affaire. Enzo Laroulette, le conflit des civilisations dépeint par les précurseurs idéologiques milieu XXe siècle arrive. Mais il est déjà arrivé. Mais mes amis, ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est le prix de la lâcheté d'État. Parce que ça n'a pas été analysé tout cela. On s'est bien gardé de le dire pour ne pas déranger le pouvoir. Mais depuis des années et des années, cet imam aurait dû être viré. Depuis des années, Darmanin aurait dû prendre des décisions. Il n'est pas là d'aujourd'hui. Il ne vient pas d'arriver. Il était fiché S. Et puis, bon, ça on me dirait, il faut une mesure d'expulsion. Mais les propos que j'évoquais tout à l'heure, ça fait des années et des années qu'il les tient. Bon, ils assument une responsabilité très, très lourde, très grave, une espèce de non-assistance à pays en danger, en laissant des gens de cet acabit répandre dans les cités un peu partout le fléau de cet intégrisme, de ce radicalisme. Et puis nous avons Litché qui a vu cet appel à la manifestation pour soutenir le délinquant, enfin il l'appelle le délinquant Iqiyoussen, et il dit « N'avons-nous pas là la vraie définition de ce qu'est la lutte contre l'islamophobie, étant en réalité la lutte contre notre culture incarnée par les prêches de cet imam ?» Mais bien sûr, les extrémistes, ceux qui appartiennent à cet islam radical, qui considèrent que la lapidation, c'est de la dissuasion, voilà, se servent de nos instruments juridiques, bien évidemment. Alors là, il y a une manifestation pour soutenir l'imam. Mais, je dirais gentiment, dans d'autres circonstances beaucoup plus dramatiques, pourquoi n'êtes-vous pas allé manifester ? Ça nous aurait tellement réchauffé le cœur. Et cette manifestation, en plus, elle est soutenue, sauf erreur de ma part, par les insoumis. Et puis, il y a aussi la fameuse... La France insoumise à la rescousse d'Hassan Iqiyoussen. Donc on voit bien que tout ça c'est de l'électoralisme, c'est pour récupérer des électeurs. Sans oublier la cagnotte aussi. Il y a la cagnotte aussi. Bon, 60 000 €. Il faudrait l'interdire cette cagnotte. On a été capable pendant l'affaire des Gilets jaunes d'interdire des cagnottes. Bon, tout ça prouve qu'on est incapable de s'imposer. Bon, cela étant dit, vous n'avez pas de nouvelles de l'imam, vous ? Non. Bon, on l'a toujours pas trouvé. Non. Bon. Peut-être qu'il va se réfugier au Parlement européen. Mais Marie-Thérèse, quand même, s'interroge pourquoi personne ne se pose la question que cet imam aurait pu être assassiné et que quelqu'un aurait fait disparaître son corps.
Je ne sais pas pourquoi on l'aurait assassiné. Moi, je pense qu'il se planque quelque part en Belgique. Peut-être en application du mandat d'arrêt délivré par un juge de Valenciennes, va-t-on l'arrêter en application de l'article L 824-9 du Code des étrangers, 824-9, hein. C'est vous dire le nombre d'articles qu'il peut y avoir. Hein. Et si on le retrouve, eh bien, on va nous le ramener pour l'expulser. Non, c'est vraiment... Mais c'est d'une telle absurdité que pour la première fois, on peut dire que l'absurdité est significative de l'état de notre société. Et c'est un sujet qui fait décidément réagir, puisque Thierry dit, ne serait-il pas temps pour la France de se libérer de la CEDH? Non, mais moi je prône vraiment que l'on se libère de la CEDH, qu'on retrouve notre autonomie juridique, notre liberté judiciaire, tant qu'on sera entravé par ces juges autoproclamés qui se délivrent à eux-mêmes, du reste, par le biais de règlements, des pouvoirs que le Parlement ne leur a pas conférés, que les textes ne leur ont pas conférés. Ils s'auto-promeuvent dans des pouvoirs qu'on ne leur a pas donnés. Tant qu'on ne se libérera pas de cette autorité, on n'aura aucun moyen d'action. Donc la première chose à faire, tout en conservant ce qu'il peut y avoir de bien, moi je ne dis pas qu'il faut être totalitaire, hein, holistique hein, dans l'analyse des situations, mais qu'on sorte de l'autorité. Parce qu'on ne peut pas avoir une justice indépendante quand elle est soumise à ce point à cet autoritarisme dogmatique. Question subsidiaire de Kylian. Comment Zemmour ferait pour lutter contre l'état de droit qui empêche les politiques d'agir afin d'expulser? Comment ferait Zemmour pour lutter contre l'état de droit qui empêche les politiques d'agir afin d'expulser? Écoutez, je lui demanderai samedi prochain à l'université d'été. Bon. Alors, où je serai le bienvenu. En tout cas, on n'est pas capable d'expulser un imam, ou plus exactement, il s'expulse tout seul, mais on est capable de prendre des sanctions européennes contre la Russie. Alors moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'au moins ça sert à quelque chose? Écoutez, si je vous donne la réponse, oui. On va dire, ouais, encore une fois, il est de parti pris, il développe des arguments qui ne sont pas objectifs. Bon, on va écouter, si vous permettez, hein, l'échange comique, quand même comique entre... Enfin, c'est pas un échange, c'est une superposition, voilà. C'est une mise en parallèle des propos tenus par le maire, qui, alors vous allez voir, vous allez écouter ça, c'est martial. Hein. Il est aussi martial que Darmanin peut l'être. Hein. On a des hommes politiques qui font dans les arts martiaux de la parole. C'est ça. Ils ont du blablabla musclé. Et après, il y a l'anglais. Ah oui. L'anglais, l'économiste, qui en réalité est un philosophe à l'origine. L'économiste, et vous allez voir que cette extraordinaire superposition de propos, elle laisse pantois. Hein. On regarde. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. La Russie n'a pas besoin de financement, elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures. C'est 40% de plus qu'avant la guerre. Mais alors vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent. Non pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce aux sanctions, qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors donc on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça? Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Jusqu'ici, ces sanctions pénalisent davantage les clients de la Russie que la Russie elle-même. Mais dites-moi, ce ne sont pas les Européens qui achètent? Détrompez-vous, selon des estimations du CREA, le Center for Research on Energy, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards depuis le 24 février, c'était le début de l'invasion. L'Allemagne au premier chef. Et ça augmente à raison de 3 700 € par seconde. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Oui. Vous avez entendu? Ah bah oui, grâce aux sanctions.
Vous avez entendu? Non, mais Oui, attendez, on le va prendre parallèle. des sanctions redoutables. Oui. Redoutables. L'effondrement de l'économie russe. Et quand on entend l'anglais, Oui. on se rend compte que c'est à cause des sanctions, il aurait dû Non, dire... grâce, il a dit grâce. Non, à cause. Il a fait, Ah oui. il a fait une faute de français, parce qu'il aurait dû, s'il avait bien parlé français, il aurait dit grâce. Il a dit à cause des sanctions. Vous vous rendez compte à quel point on est con? Ah oui. Et moi, Et alors, d'ailleurs, le comble, c'est qu'on achète le gaz C'est ça. et Le pétrole. le Oui. pétrole à des pays, à d'autres pays, l'Inde, etc., enfin, qui c'est l'achètent aux plutôt- Russes Voilà, c'est ça. et qui nous le revendent plus cher. Plus cher. Non, mais le maire, il est Et champion. ça Hein. transite par la Grèce. Et ça transite par la Grèce. En oui. contournant l'embargo. Voilà, voilà. Ils sont champions. Non, mais vraiment, non, mais on n'arrive pas à imaginer. En définitive, les gens qui nous gouvernent sont protégés par l'idée qu'on se fait que les gens qui nous gouvernent sont forcément, parce qu'ils gouvernent, intelligents. Non, ils sont cons. C'est vous qui le dites. Non, mais là, fait quand même, on prend des sanctions qui se retournent contre nous. Alors, on a essayé de nous faire croire que les sanctions étaient efficaces. Bon, mais l'anglais, ce qu'il dit, c'est, en plus, il cite ses sources. Moi, j'ai lu Oui. de nombreux documents économiques qui le confirment. Moi, j'ai noté 2-3 chiffres. La Russie touche aujourd'hui 750 millions d'euros par jour grâce aux exportations énergétiques. C'est 100 millions d'euros par jour de plus qu'avant la guerre. Ah oui, mais on est les champions. Hein. Ah, on est fort. Hein. On est fort. Mais finalement, l'inefficacité de ces sanctions était-elle prévisible? Mais oui, on l'a dit, moi le premier, je l'ai dit, parce on a très bien compris le mécanisme. Et puis, on sait très bien que les embargos sont toujours contournés. Mais là, le rapport de force énergétique, je dis bien le rapport de force énergétique, était connu. Donc, on savait très bien les conséquences que l'embargo allait avoir. Et puis, quel intérêt nous avions à prendre géopolitiquement cette position? Qu'est-ce qu'il cherche, Macron? Il est le larbin des États-Unis, il est le larbin d'Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'il cherche? L'Ukraine, certes, a été attaquée par l'URSS, par la Russie, pardon, excusez-moi de ce lapsus, qui est très, 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 très KGB, par la Russie. Mais il y a quand même eu le bombardement depuis des années du Donbass. Et puis bon, si on avait appliqué les accords, l'Ukraine n'étant pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'étant pas dans l'Union européenne, on n'avait pas à s'en mêler. Et on aurait joué un rôle diplomatique considérable. On aurait peut-être permis le rapprochement. Mais je crois que Macron veut tellement être important, veut tellement paraître, veut tellement jouer un rôle qui finit par disparaître dans la volonté de jouer ce rôle, et qu'il prend des mesures idiotes, tout simplement idiotes. Sachant que ce même Macron, d'ailleurs, n'a pas Vous savez, encouragé le nucléaire au tout début de son Pas mandat. du tout, au contraire, il a même contrarié. Vous savez, j'ai relu l'histoire de la Révolution de Michelet, et il y avait un passage que je n'avais pas remarqué suffisamment, où il parle de la sottise de Louis XVI et de son entourage dans les causes de la Révolution. Il évoque la sottise de l'entourage. Donc, dans une période aussi grave, des sottises ont pu avoir un effet sur l'accélération de la Révolution. Et là, c'est pareil. On a affaire à des sots qui commettent des sottises graves, qui peuvent nous amener à une guerre, et qui, en tout cas, vont nous mener à la pénurie. Déjà, on nous a dit qu'il allait falloir faire des mesures de rationnement. Bon, c'est quand même incroyable de voir qu'on n'a pas été capable d'anticiper ces conséquences. C'est ça, c'est-à-dire on est en grande précarité énergétique quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, on va se geler justement, cet hiver. Franck Coppola vous demande, croyez-vous que les réacteurs français seront tous opérationnels cet hiver comme annoncé aujourd'hui? Parce que vous savez qu'il y avait un conseil de défense énergétique. Non, mais ça, les conseils de défense, ils peuvent en faire. Ils peuvent se réunir. D'ailleurs, je croyais que c'était réservé à la défense. chose, oui. Voilà, bon. D'abord, ça devrait être public. Oui. Parce que là, on n'est caché. pas en matière de sécurité intérieure ou extérieure. On n'est pas en matière de défense nationale. Là. Ça devrait être public. Et ensuite, je pense qu'on nous ment. On nous ment. On l'a bien vu tout à l'heure quand on a écouté le maire.
il vend un discours qui n'est pas conforme à la réalité économique. Et c'est vrai que vous aviez relayé la vidéo du PDG d'EDF qui expliquait bien que malheureusement On lui a dit de faire, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, lui. Voilà. Et maintenant, il se trouve dans l'incapacité de fournir les aides qu'on exige de lui. Et Thierry Dupuis aussi dit, au-delà des sanctions stupides, l'UE et plus généralement l'Occident n'ont-ils pas jeté définitivement la Russie dans les bras de la Chine Et de l'Inde. et de l'Inde, de bien d'autres pays. Et de bien d'autres pays, mais évidemment. Mais si on avait écouté Hubert Védrine, Carrère d'Ancos, qui sont quand même des grands spécialistes de la Russie, voire de l'URSS, parce que ça ne commence pas aujourd'hui, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Il est clair que les traités, les accords n'ont pas été respectés. Oui, on ne tire pas les leçons du passé, finalement. Mais non, mais même pas. Il y avait même pas. eu des sanctions quand il y a eu l'annexion de la Crimée. Et Oui, on bien s'est aperçu sûr. que ça n'avait bien servi sûr. à rien. Mais vous savez, moi, je me rappelle quand les Russes ont proposé un vaccin. Le Drian, c'est vrai, avait dit on ne prendra pas le vaccin russe parce qu'il est politique. Eh oui. Sick, C'est pas une invention, vous pouvez vérifier, il l'a dit, un vaccin politique. Ça montre à quel point on est dans l'idéologie conne. Je maintiens. Bon. Voilà. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'on aborderait aussi une autre question européenne, c'est celle du droit de veto. Alors, monsieur le député européen, lundi dernier, le chancelier allemand a plaidé pour cette suppression du droit de veto au sein de l'Union européenne. Donc, s'il ne faut pas y voir une référence à Louis XVI, dont vous parliez il y a quelques minutes, Qu'on appelait le gros veto, du reste. on peut légitimement se demander, est-ce que ce chancelier allemand a perdu la tête ? Louis XVI, lui, il a... D'où la référence. Alors écoutez, je veux dire, quand on aborde la question européenne, c'est important. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, en Europe, tout ce qui se passe ici, est décidé là-bas, à Strasbourg et à Bruxelles. Donc il faut que vous soyez informés. Moi, je suis effaré de voir à quel point mes amis ne cherchent pas à s'informer sur l'Union européenne. Oui, c'est pour ça C'est qu'on en un parle. énorme machin, compliqué, mais tant que vous n'entrerez pas dans la connaissance des mécanismes, des méandres, vous ne pourrez pas vous défendre. Vous continuerez à être esclavagisé par l'Union européenne. Alors c'est quoi la règle du veto ? Voilà. C'est d'abord la conséquence directe de la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que pour que les décisions soient prises, en matière budgétaire, fiscalité ou encore politique, il faut que les décisions soient prises à l'unanimité. Voilà. Et l'Allemagne, notamment, voudrait qu'un pays ne puisse pas s'opposer, qu'on arrive à la règle du vote majoritaire. Voilà. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait imposer des décisions sans qu'un pays membre puisse s'y opposer, ce qui n'est pas possible. Et moi, je suis un farouche partisan du droit de veto. Il faut qu'un État membre puisse dire « ça ne convient pas ». Sinon, il n'y a plus d'union. Oui. Si dans l'union, on impose à des membres des règles qu'ils ne veulent pas, forcément, on va au divorce. Donc, vous êtes partisan, mais alors quel est le but des ennemis du droit de veto en Europe ? Le but, c'est de mettre de côté les États rebelles. Vous pensez à la Pologne, la Hongrie, peut-être demain l'Italie. Vous comprenez ? On s'entend entre soi. La France, l'Allemagne se mettent d'accord. Bon, et comme ça, on fait tout passer, quoi. Mais comment ils justifient ça ? En disant que ça serait beaucoup plus démocratique, bien sûr. En disant qu'il n'y aurait pas de situation de blocage. Simplement, ça veut dire qu'on pourrait faire passer ce qu'on veut et l'imposer aux États. Or, on ne peut pas, dans le cadre d'une union, imposer quoi que ce soit à un État quand il ne le veut pas. Est-ce que Berlin ne tient pas justement un double discours ? Bien sûr que Berlin tient un double discours, bien sûr. Berlin, il faut savoir quand même que dans l'Union européenne, l'Allemagne tient pratiquement tous les postes. Et que si elle arrive à faire tomber la règle de l'unanimité, c'est-à-dire si elle arrive à faire supprimer le droit de veto, ils vont faire ce qu'ils voudront. Seulement, pour supprimer le droit de veto, il faut quoi ? Il faut l'unanimité. Ah, ben oui.
Or, ils l'auront pas. Mm. Donc, c'est pas demain la veille qu'ils vont pouvoir imposer leur volonté. Moi, je trouve qu'il faut absolument maintenir le droit de veto. Voilà, c'est une règle impérative et je conclus là-dessus. Eh bien, nous concluons. Écoutez, monsieur le député européen, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, mais en attendant, nos amis et nos ennemis peuvent continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, revoir l'émission aussi. Et nous envoyer des infos s'ils en ont. Exactement. On en reçoit. Merci à celles et à ceux qui prennent la peine de nous envoyer des informations. Nous, on est prêts, on se déplace, on se renseigne, on lance l'alerte européenne, si je puis dire, quand il le faut. Bon, mais merci, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine, c'est vendredi. Vendredi. 18h. Vous avez on a eu de la chance, on n'a pas eu d'orage. Ah oui, on voulait vous prévenir qu'on était en situation d'alerte orange. D'alerte orange, et que s'il y avait des coupures, c'était pas de notre fait, mais c'était fait du ciel. Mais là, le ciel a été avec nous. Voilà. Allez, bon week-end, et puis gardez le moral, et puis ne vous laissez pas emmerder, quoi. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Vous savez, il y a une très belle phrase d'Henri David Thoreau, qui est le père de la désobéissance civile, qui a inspiré Gandhi, du reste, qui disait « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera ?» Donc n'hésitez pas à être ce que vous voulez être, et donc ça plaise ou non. Et à nous envoyer vos questions, vos infos à newsletter.gilbertcollard@gmail.com. Elle n'est même plus capable de prononcer. Non, mais je dis trop souvent Gilbert Collard. Oui. Bon. Florence Marple. Voilà. Allez, bon courage.